on va faire, c'est-à-dire que nous, vous aussi, c'est très interactif. Donc, j'attends de vous une participation, j'attends de vous des questions, et on y va. Donc, on est là pour tout expliquer. Alors, on disait tout à l'heure que le neurotraining, c'est une globalité. La neurologie, c'est la globalité. Et ça englobe tout ce qu'on sait faire. Donc, on va mettre dedans toutes les techniques qu'on connaît. Que ce soit du coaching, que ce soit de la kinésio, que ce soit de l'ostéo, que ce soit de l'acu, que ce soit tout ce qu'on sait faire, de la sophro, des massages, des fleurs de bac, tout ce qu'on sait faire, on va mettre dedans. Si vous partez de ce soir en disant j'ai compris que c'est du chinois, c'est que vous y étiez, parce qu'on va parler chinois toute la soirée. On va parler énergétique chinoise. On va montrer qu'en fait c'est le lien commun à tout cela. Donc le lien c'est l'énergie. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu de séance neurotraining? Oui. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dès le départ, montrer comment ça se déroule une séance. Comme ça, au moins, vous saurez de quoi on parle. Je peux avoir quelqu'un Moi, je veux. Qui vous voulez, quelqu'un? Je vous montre au départ comment ça se passe. Et après, je vous explique ce qu'on fait. Bonjour, bienvenue. Il est encore temps de fuir. Quoi que nous vivions, nous allons tous percevoir ce que nous vivons et ressentir des choses par rapport à ce que nous vivons et réagir ou pas. Tout ce que nous allons ressentir va imprégner nos parties molles. On est tous des Pinocchio ambulants. Quand on va faire le premier cours de neurotraining, on va parler de Pinocchio. En fait, Pinocchio, il est mobilisé par des ficelles. Ben, nous aussi. On va mettre sur une ficelle, on va appeler des fascias, tout ce qu'on vit au niveau émotionnel. Ça peut être des ligaments, ça peut être des tendons, ça peut être des organes, ça peut être des glandes, ça peut être des muscles, tout ce qui est mou dans notre corps. Donc, si ce que nous vivons, ça va, mais pas trop de souffle. Si ce que nous vivons, nous le vivons bien, eh bien ces parties molles réagissent en gardant leur élasticité. Si ce que nous le vivons comme un stress, stress ça veut dire stringérer, durcir, resserrer, eh bien ces différentes parties vont se rigidifier et on va le trouver en testant le corps. Donc quand vous allez aller voir un neurotraîneur, la première chose qu'il va faire, il va venir voir qu'est-ce que vous donnez au niveau des parties molles. Alors on a l'habitude de se servir des jambes, c'est plus facile, et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne, si c'est libre ou pas libre. Tout ce qui sera à droite du corps, pour tout le monde, hommes et femmes c'est pareil, c'est notre rapport aux autres, à l'extérieur. Tout ce qui sera à gauche du corps, c'est notre rapport à nous. La première chose qu'on va aller voir, c'est bonjour, on va me raconter pourquoi vous êtes là, et moi je vais regarder au niveau du corps comment vous fonctionnez. Donc on va avoir des gestes vers l'intérieur, c'est ce qui vient vers vous. Des gestes vers l'extérieur, c'est ce qui part de vous. Là, on va regarder ce que vous donnez. On va avoir des gestes d'élévation, c'est comment vous répondez à ce qui vous arrive. Mais on peut aussi vous répondre. Donc on aura aussi des gestes de réponse. On aura aussi des gestes d'influence. Comment vous influencez, comment on vous influence. Et tout ça va nous dire ce que la personne est prête à déposer. Elle n'en veut plus de ça. Ce qui veut dire aussi que ce qui n'est pas là, vous n'êtes pas prêt à le déposer. Donc quelqu'un vient sur un sujet, avec un sujet en particulier, et c'est pas là, continue à bosser dessus. Tu n'es pas prêt. Donc première chose qu'on va faire, on va regarder le mouvement.
Donc je regarde de son côté droit, je pousse vers l'intérieur, ça passe. Du côté gauche, je pousse vers l'intérieur, ça passe moins bien. Donc ça me dit qu'il y a une problématique de cette personne avec elle-même. Alors le but, c'est toujours de nommer ce qui est bloqué. Alors on va lui demander mental, ça passe, c'est pas mental. Émotionnel, ça passe pas, c'est émotionnel. Alors, en neurotraining, dans l'émotionnel, ça voudra dire à ce moment-là qu'il y a des situations inachevées. On va aller voir avec cette personne, des deuils, des pardons, ce genre de choses. Donc, rien que tous ces petits gestes vont nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec la personne. Et vous aurez des listes, le neurotraîneur a des listes, à gauche il y a ça, à droite il y a ça, et lui il va scanner ces listes pour voir comment vous répondez. Ce qui part d'elle, c'est libre, c'est libre. C'est pas ce qui part d'elle, c'est ce qui vient vers elle. Comment elle répond à droite, comment elle répond à gauche, comment elle répond des deux côtés, c'est libre, sa réaction est bonne. Comment on lui répond, c'est libre, il n'y a pas de problème. L'influence qu'elle a sur les autres, c'est libre, on n'y va pas. Que les autres ont sur elle, là, il y a quelqu'un qui a une influence sur elle, quelque chose. Alors on va demander ici, qu'est-ce que c'est? Si c'est toujours mental, si c'est émotionnel, donc cette situation inachevée, là, ça l'influence. Mais du coup, si ça l'influence, dans tout ce qu'elle va faire dans sa vie, elle est influencée par ça. Donc le but de la séance, c'est de l'aider à dégager ça. Comme ça, elle va se libérer de cette histoire. On irait chercher où est-ce que ça se met dans son corps. Alors, on a vu que c'était bloqué ici. Eh bien, ça peut être sous son nombril. Non. Au-dessus de son nombril. Non plus. À droite. Non. À gauche. C'est partout. Ça influence partout. Mais voyons, avec les tests, on peut aller voir où est-ce que ça se passe chez la personne. Ça, c'est ce qu'elle vient déposer. On est d'accord? Ça sort d'elle. Le but du travail, c'est d'aller voir comment faire sortir ça. On a une vertèbre ici, la première cervicale, c'est la vertèbre la plus importante. Elle contrôle toute la neurologie au-dessous d'elle, à condition qu'elle soit libre. Si elle est bloquée, elle ne contrôle plus rien. En fait, il y a un système de feedback, de retour, qui est que le cerveau, je vais vous en parler après, bonjour, qui est le cerveau donne un ordre quelque part. L'endroit qui reçoit l'ordre a obligation de dire au cerveau « j'ai reçu ton ordre ». Ça s'appelle le feedback en neurologie. Ça existe toujours à condition que ce retour puisse traverser la première cervicale et retourner au cerveau. Si pour X raison la première cervicale est bloquée, elle bloque le retour. Du coup, le cerveau ne reçoit plus le retour, il dit ben moi je m'en occupe plus de cette zone, elle n'a pas de problème. C'est comme ça qu'on garde les problèmes qui ne sont pas résolus. Parce qu'en fait, le cerveau n'a plus de retour. Donc on va vérifier le mouvement de cette vertèbre. Bon, ça se joue au niveau du menton, vers la droite, vers la gauche, on regarde si c'est libre. Vers la droite, vers la gauche. Vous voyez que vers la gauche, je passe beaucoup plus facilement que vers la droite. Donc ici, il y aurait une problématique vis-à-vis de quelqu'un, quelque chose. Alors on peut demander ce que c'est. Travail, c'est pas le travail. Lieu, c'est pas lieu. Personne, personne. Masculin, non. Féminin, ok, on aurait une problématique à une personne féminine. On irait chercher qui c'est, là, c'est pas le but devant tout le monde, mais on irait chercher qui c'est. Et ça nous dirait comment il faut travailler avec la personne. Ça va, c'est clair? Ça sort, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme problème, et maintenant on va travailler au niveau du corps pour faire sortir tout ça. Oui. Moi, ce qui n'est pas clair, c'est pas clair, je ne sais pas comment ça marche, mais le fait de dire un mot. Oui, il réagit, le corps réagit à ça. Réagit, et comme vous allez réagir par rapport à mon verbe. Je vais vous dire un mot gentil, vous allez réagir bien. Je vais vous dire un mot méchant, vous allez réagir différemment. Donc on va avoir une réaction par rapport à l'action. Et
Et l'action, ça peut être un verbe, ça peut être un geste, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de l'indifférence, vous allez réagir. C'est pareil pour le cerveau. Il réagit au son, il réagit au verbe. Moi j'ai une question si vous permettez. Non. Vous avez parlé, vous avez fait des mouvements avec les pieds. Ouais. Vous avez dit que le pied gauche laissait passer moins de choses, si j'ai bien compris. Enfin, il y avait un problème sur le pied gauche. Ouais. Mais ça peut être le pied qui est conformé de cette façon-là. Bien sûr. Et comment Je suis vous d'accord. savez comment vous savez, pareil pour la vertèbre. Oui, bonjour. Pareil pour la vertèbre. Bien sûr. On peut avoir un problème à une vertèbre sans que pour cela, Oui, madame. ce soit émotionnel. Ça peut être mécanique, ça peut être, vous voyez. Voilà. Bien sûr. Voilà. Mais alors dans ces cas-là, si c'est mécanique, quand je lui dis lieu, pourquoi il me laisse passer? Quand je lui dis travail, pourquoi il me laisse passer? Quand je lui dis personne, là il ne me laisse pas passer. Donc en fait, on fait des défis au corps, pas avec les est-ce que. On ne pose pas de questions, on fait des défis. On lui dit des mots et on regarde sa réponse, sa réaction à ça. C'est bien vos questions, c'est super. Je vous- Quand on tourne ici, on peut dire mais c'est la hanche qui est bloquée, puisque cette rotation-là, ça fait tourner la hanche. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Et ouais, mais quand je lui dis mental, la hanche elle tourne. Et quand je lui dis émotionnel, elle bouge plus. Voilà, émotionnel. Je lui dis physique, elle passe. Donc on a d'autres. Il faut toujours mettre à défaut ce qu'on fait. Donc dans la mesure où on lui dit mental et que ça passe, elle a rien, ça hanche. Je lui dis émotionnel, ça bloque, c'est émotionnel. Et on peut lire le corps partout. En fait, le but de notre travail et de notre apprentissage, c'est de lire le corps. Le langage, hein. C'est un langage. Mais cette lecture du corps, elle va être de plus en plus précise. Et comme elle est précise, elle aura des résultats de plus en plus forts. Quand je bouge son bassin, qui bouge des deux côtés, j'y vais pas. Quand je bouge son thorax, elle ne bouge pas de ce côté. Alors que là, elle bouge très facilement. Donc ici, son armure, parce que le thorax c'est l'armure, vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, problème à droite. Juste on lit le corps. Et à force de cette lecture et de ces informations qui se regroupent, ça nous dit ce qu'il faut faire avec la personne. C'est une lecture. Et le but, c'est qu'on ait une lecture très fine, très précise. Et c'est ce qu'on va apprendre pendant l'apprentissage, d'avoir cette lecture-là. Les épaules, super, vous aussi. Vous êtes en parfaite santé. Merci. Alors, maintenant, on va expliquer tout ça. C'est comme ça que ça se passe dans une séance de neurotraining. On lit, et ça nous dit ce qu'il faut travailler. Et après, on prend notre boîte à outils. Et dans notre boîte à outils, on a mis toutes les techniques qu'on connaît. On a mis de la kinésio, on a mis de l'ostéo, on a mis de la sophro, on a mis de l'EFT, de l'EMDR, de tout ce qu'on sait faire. Et plus on apprendra de nouvelles choses, et plus notre boîte à outils sera performante. Bien sûr qu'on peut planter un clou avec un tournevis, c'est bien un marteau. Donc le but c'est d'avoir les techniques les plus adaptées pour chaque séance. Alors ça je vais vous l'expliquer parce que c'est vachement important. Excusez-moi, parce que visiblement vous utilisez toutes les techniques, mais c'est-à-dire que vous les survolez parce que c'est. On ne va pas rentrer dans les techniques, je ne vais pas vous faire en une heure l'apprentissage d'ostéo ou quoi que ce soit, c'est pas possible. C'est pas ça que Quoi? quand vous donnez les formations, Ouais. parce que l'ostéopathie c'est quand même très, ça demande plusieurs Évident. années de pratique, la médecine chinoise aussi, C'est évident. la Alors, sophro, bon peut-être un peu moins mais quand même. bien sûr, chaque stage, ça c'est le premier stage, l'introduction. Premier stage d'introduction, on apprend le test musculaire, je vais vous l'apprendre, et on apprend le système de défense des gens. On les enlève de la défense. Premier stage, point. Deuxième stage, on apprend la relation, je vais vous en parler, des muscles avec les organes. En fait, il y a une relation entre les muscles, les organes et les méridiens. Ben, nous, on apprend ça. On apprend comment ça fonctionne. Ça marche plus. Troisième stage, on va apprendre le décodage du corps. L'épaule, ça veut dire quoi? Le genou, ça veut dire quoi? La cheville, ça veut dire quoi? On apprend à lire. Ça, c'est les 4 premiers stages. Et le quatrième, on apprend ce que vous avez reçu, là, des systèmes innés. Comment réveiller l'inné chez nous. Là, vous avez la linge, je vais vous en parler après. C'est la planche que vous avez. On apprend ça.
Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend des techniques différentes. Ça, c'est du physique. Je suis sûr qu'on ne va pas faire de la kiné ou qu'on ne va pas faire de l'ostéo, c'est trop long. Mais on va apprendre le nécessaire et suffisant pour du physique. On va apprendre la lymphe, on va apprendre les surrénales, on va apprendre ce qui nous sert le plus. On va apprendre des techniques au niveau mental. On va apprendre des techniques au niveau mental, des techniques au niveau émotionnel. On va apprendre de quoi avoir une réponse quand on va nous demander ce que c'est. Cette personne me demande de l'émotionnel, il faudrait que je lui fasse de l'émotionnel. Si je ne lui fais pas de l'émotionnel, je vais creuser l'écart. J'anticipe sur ce que je voulais vous faire tout à l'heure, mais je le fais maintenant, c'est pas grave. Dans tout ce que nous vivons, nous en avons une perception. C'est notre mental qui fait ça. Et par rapport à cette perception, en fonction de cette perception, on va ressentir des émotions différentes. Si j'ai une perception positive, mon émotion sera plus légère, plus positive que si j'ai une perception négative. Cette émotion, ça sera notre émotionnel. Et par rapport à cette perception et ce ressenti, je vais réagir. Je vais réagir bien ou pas bien en fonction de si ma perception, elle est bien, elle est positive ou pas. Vous êtes d'accord avec ça? Si j'essaye de bien percevoir, puis j'arrive pas. J'arrive pas à percevoir la vie, on me dit sois positif, j'arrive pas. Je vais compenser au niveau mental. Mais à force de compenser au niveau mental, mon énergie mentale va s'épuiser. L'émotionnel, c'est que de l'émotionnel, c'est des émotions, il reste émotionnel. Mon physique, il reste avec mes réactions de compensation, mais du coup ce triangle qui était équilibré, je me retrouve avec un petit mental, un émotionnel normal et un physique normal. Comme ici il y a de l'énergie, je vais montrer ici. Donc je vais montrer des angoisses, je vais montrer des douleurs au dos, je vais montrer de la fatigue. Mais cette personne qui a ce triangle-là, si vous lui faites de l'émotionnel, vous l'aggravez. Si vous lui faites du physique, vous l'aggravez. Cette personne, elle va voir le psy, et elle vous dit, mais depuis que je suis allé voir le psy, j'ai plus mal au dos, j'ai plus d'angoisse. Ben, c'est normal, vous avez augmenté de l'énergie au niveau mental, vous l'avez rééquilibré. Le but du neurotraining, c'est d'avoir des clés dans chaque domaine. Comme ça, au moins, en fonction de ce qu'on vous demande, si on vous demande de l'émotionnel, tu fais de l'émotionnel. Parce que si je suis un super EFT, technique de libération émotionnelle, je suis très fort là-dedans, je sais faire, pas que ça, mais très bien ça. Toutes les personnes qui vont venir me voir, je vais leur faire de l'EFT. C'est bien l'EFT si c'est ça. Voilà, là l'EFT est très très bien indiqué. Parce que j'ai pas beaucoup d'énergie au niveau émotionnel, renforcement émotionnel. Mais si c'est pas ça, tu m'aggraves. Tu m'aggraves, tu vas me dire, c'est bon, tu es mieux au niveau émotionnel parce que tu m'as fait l'EFT, mais quelque part, tu vas creuser l'écart, je vais encore plus déprimer, je vais encore plus avoir mal au dos. Alors on va te dire, c'est pas grave, moi je tiens l'émotionnel, va voir l'ostéo pour le dos. Mais non. C'est qu'au départ, il aurait fallu travailler ici, au niveau de là où il n'y a pas beaucoup d'énergie. Donc là, l'EFT est très bien indiqué. Pas là. Vous faites de l'EFT ici, vous l'aggravez à la personne. C'est pas ce qu'elle veut. Elle veut du mental. Et la même chose sur un autre triangle, vous avez un petit physique, parce que vous avez compensé comme vous pouviez au niveau physique. Donc vous avez beaucoup de mental, vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, l'émotionnel, vous n'arrêtez pas de pleurer, vous avez plein d'émotionnel, super. Le problème, c'est que c'est physique. Ici, la personne, elle va avoir un kiné qui lui fait un bon massage. Elle ne déprime plus et elle n'angoisse plus.
Parce qu'en fait, vous avez rééquilibré le triangle. Donc le but, c'est qu'on ait tous une boîte à outils multiple. Et en fonction de la demande de la personne, cette boîte à outils multiple, tu veux de l'émotionnel, j'ai une technique émotionnelle. Tu veux du mental, j'ai une technique mentale. Au moins, on peut diversifier nos séances. Et si vous, le praticien, vous êtes open, c'est-à-dire que vous êtes multiple au niveau discipline, la personne pourra vous demander tout. C'est un écho avec l'autre. Si vous, vous êtes, entre guillemets, restreint dans votre pratique, fort dans cette pratique, mais restreint dans cette pratique-là, elle peut vous demander que cette pratique-là, mais elle se limite en venant vous voir. Le but du neurotraining, peu importe comment ça s'appelle, neuro c'est neurologie, c'est global, appelez-le comme vous voulez, technique pour faire du bien à l'autre, donnez-lui le nom que vous voulez. Le but de cela, c'est qu'en fait on permette à la personne d'améliorer sa vie, d'améliorer la qualité de sa vie. Et comment elle pourra le faire? Quand elle pourra avoir une énergie équilibrée partout. Parce que ce triangle-là, il est beaucoup plus harmonieux et harmonique que cela. Du coup, elle va pouvoir vivre l'harmonie dans sa vie, cette personne-là. Parce qu'elle a un triangle dans elle, harmonie. Ça va? Bon, on change le rond sur le fichier, on fait comme on veut. Au milieu de tout ça, on a de l'énergie. C'est là où je commence à parler chinois. L'énergie, en fait, elle c'est pas n'importe quoi. Elle suit des règles. Les règles qui sont qu'il y a des éléments avec des méridiens qui composent ces éléments. On a un cycle d'alimentation qu'on va appeler le cycle Cheng, qui est que l'eau arrose le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le minerai, les minerais nourrissent l'eau. On a un cycle de contrôle, tout le monde voit sur ce petit dessin là-haut, ce cycle de contrôle qui est que l'eau éteint le feu fait fondre le métal coupe le bois retient la terre retient l'eau, et ça marche comme ça, et c'est très bien comme ça. À condition que chaque méridien suive son sens. Ils ont tous un sens, les méridiens. L'estomac, il descend. Il part de l'œil, il va au pied. Super. Celui d'après, le pancréas, il monte lui. Donc il part du pied, il vient là. Celui d'après, le cœur, il descend. Et en fait, c'est comme ça dans nous. On a un méridien qui monte, un méridien qui descend. Un méridien qui monte, un méridien qui descend. Ça, ce mouvement-là, il est obligatoire. Et si une personne ne va pas exprimer qui elle est, quelque part, le méridien, avec l'émotion qu'elle ne veut pas exprimer, va s'inverser. Mais s'il s'inverse, il met le feu. Il met le feu dans le cycle de l'énergie. Et si cette personne, elle a une colère ou une révolte qu'elle ne sort pas, qu'elle n'exprime pas, eh bien ce foie, lui, au lieu d'aller dans le bon sens, il part en sens inverse. Et comme il part en sens inverse, il vient attaquer celui d'avant. Donc ce refoulement du foie vient contre le rein. Le rein se retrouve avec un excès d'énergie, donc on va montrer des pathologies rénales, par exemple, où la personne va être dans la peur, dans l'anxiété, parce qu'elle n'a pas exprimé sa révolte ou sa colère. Donc, l'idée, c'est qu'on ait des manières de voir si le méridien va dans le bon sens ou pas. Chaque méridien est relié à des muscles. C'est ce qu'on va faire dans le deuxième stage, on va voir ce lien. Quand on va tester ces muscles spécifiques, particuliers,
on va voir s'ils tiennent ou pas. En fait, le tonus émotionnel se reflète dans le tonus musculaire. Je peux effacer ça? Il y a des phrases qui sont importantes, qui sont que l'énergie crée la fonction, c'est-à-dire que ça marche, et la fonction crée l'organe, ou la glande, peu importe. Super. Qui agit sur l'énergie? En fonction de votre pensée ou de votre émotion, ça va avoir un retentissement sur votre système énergétique. Il est évident que je suis anxieux. Non, ça ne marche pas. Je suis anxieux. Je suis enthousiaste. Donc, en fonction de l'émotion qu'on ressent, on va avoir une énergie différente. Ce système énergétique va agir sur deux gros systèmes. Un système limbique. Donc ce système limbique, c'est le système émotionnel. Nous avons 3 cerveaux. Un dans la boîte crânienne. Petit cours juste pour que vous sachiez de quoi on parle, mais pas trop compliqué. Dans la boîte crânienne, on a les 3 cerveaux, ce qu'on appelle le cerveau trine. Le cortex, il planifie, il raisonne, il organise. Le limbique, il s'occupe du relationnel. Il s'occupe de procréer, de s'accoupler. Et le reptilien, le cervelet, qui s'occupe, lui, des fonctions vitales, la température, le cardiaque, l'homéostasie, l'équilibre du corps. Ce cerveau s'occupe de ça. Là, on a le cœur. Le cœur, lui, s'occupe des directions dans la vie. En fonction des différentes directions que nous allons prendre, ça va réagir au niveau de notre cœur. C'est pour ça qu'un quelqu'un qui arrive à 55 ans, où on lui dit tu sors de la boîte, tu prends une nouvelle direction, il va faire un infarct, parce qu'en fait on le vire de la boîte et il ne sait plus où aller. Donc conflit de direction, cœur. Et puis on a un système, la tête de la pieuvre, elle est là. C'est le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, lui, il gère tout ce qui est instinctif. Lutte ou fuite? Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je me bagarre, donc j'aurai besoin de cortisol, ou je fuis, j'aurai besoin d'adrénaline. Donc ce système va nous permettre de faire ça. C'est un système aussi qui va agir sur ce qu'on a... Après j'arrête avec ça. Il y a 2 systèmes, un système orthosympathique, j'attaque, un système parasympathique, je freine. J'attaque, c'est le milieu du dos. Donc je porte tout sur moi, j'attaque. Parasympathique, c'est le lombaire. Donc si on veut se calmer, on va se faire du bien au niveau du lombaire. Si on veut se battre, regardez les gorilles, on se stimule l'orthosympathique. Donc en fonction de ce que je veux faire, j'attaque ou je me calme. Ça veut dire aussi que si nous, on veut se calmer, on peut se masser les lombaires, ça va se calmer. Mais ces lombaires sont en relation avec le ventre. Dans toutes les techniques yoga, sophrologie, qu'est-ce qu'on fait? On fait respirer par le ventre. Pourquoi on fait ça? Parce que cette respiration qui va faire réagir le ventre va calmer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, respirez par votre ventre. Si vous respirez par le thorax, vous stimulez l'orthosympathique. Donc vous allez continuer à vous battre. Vous ne pouvez pas vous calmer en respirant que par le thorax. Et les gens respirent
par le thorax et c'est 20% de la respiration. 80% c'est les lombaires, c'est le digestif, c'est ici. Il faudrait qu'on respire par là. C'est pour ça qu'on va amener les gens, et dans toutes les techniques de neurotraining, on va amener les gens à respirer de façon abdominale pour calmer. En fait, quand vous avez un stress qui vous arrive, je vais me faire bouffer par le lion. Non. Hein, on va respirer par en haut. On va se stresser par ici. Donc, quand on revient au calme, on respire par le ventre, qui veut dire parasympathie. Donc, ça, c'est les 3 cerveaux. Ok. Ici, on a le système limbique, énergétique, et ce système énergétique et limbique vont avoir tous les deux une répercussion sur le système musculaire. C'est là où je veux en venir par rapport à notre travail. Ce système musculaire, en fait, le muscle n'a que 2 réponses possibles. Soit il verrouille sa position, il tient sa position, soit il déverrouille sa position, il ne peut pas la tenir. On va montrer que quand il verrouille sa position, c'est qu'il sait faire ce qu'on lui demande. Quand il déverrouille, ben, il ne sait pas faire. Le but de tout cela, c'est d'amener une personne à être dans une situation de choix. Parce que si je sais faire, peu importe ce que tu me demandes, j'aurai une réponse, donc je reste dans du choix. Si je ne sais pas faire, je vais faire comme je peux, mais je vais me retrouver dans du non-choix. Donc le but de notre travail, c'est d'amener tous les muscles du corps, la majorité, à verrouiller leur position, comme ça ils savent faire. Un estomac est relié à un muscle qui s'appelle le grand pectoral claviculaire, il est relié à ce muscle-là. C'est-à-dire qu'on part d'ici et on va à 45 degrés vers en bas. Si la personne maintient ces 2 positions, et vous exercez une petite pression et qu'elle peut maintenir sa position, ça veut dire que l'énergie de l'estomac marche, il y a peu de chances que l'organe ait un problème. Mais si cette personne, elle ne tient pas sa position, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas faire par rapport à l'estomac. Oui, je suis d'accord. Comme elle ne sait pas faire par rapport à l'estomac, elle va peut-être montrer une pathologie au niveau de l'estomac. Et qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire au niveau de l'estomac? Elle ne sait pas exprimer l'émotion. N'oubliez pas que le limbique est relié au système musculaire. Donc la façon qu'a le muscle de dire « moi, mon émotionnel, je ne sais pas le faire », c'est de déverrouiller le muscle. C'est pour ça qu'on dit que le tonus émotionnel se reflète dans le tonus musculaire. Oui. Lorsque le muscle est atrophié, par exemple, suite à un accident ou à une grave maladie. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, On en tient compte. Voilà, mais l'émotionnel n'est pas forcément en cause, là. Oui, bien sûr. Ouais. Vous allez me dire, l'autre il est paraplégique, moi je fais protester les jambes, c'est pareil. Non. Après, on s'adapte à personne. Ça, c'est un cas particulier. Mais de façon générale, dans la mesure où les muscles fonctionnent, on teste leur qualité. Et la qualité du muscle, ça sera de montrer en fait s'il s'est verrouillé ou pas sa position. C'est ça qu'on va montrer ça. On peut se le faire tout seul, ça. Faites-vous-le. Tout simplement, mettez votre bras comme ça. Voilà. Et l'autre main vient appuyer sur ce bras avec une petite pression, juste pour voir s'il est capable de maintenir sa position. Vous appuyez juste et calez-vous, vous avec vous, sur une opposition. J'appuie sur ce bras, il tient. Ok. J'appuie une deuxième fois, il tient. Ok. J'appuierai pas plus fort que ça, et lui, il va résister ou va maintenir sa position pas plus fort que ça. Ok. Pensez chacun à quelque chose que vous savez faire facilement. Et appuyez sur votre bras. Vous regardez que ça tienne. D'accord. Pensez maintenant à quelque chose que vous ne savez vraiment pas faire. Quelque chose qui vous dérange. Appuyez sur votre bras, vous allez avoir le bras qui déverrouille. Ça, c'est une réponse musculaire. Point. Ça n'en dit pas plus. Ça en dit « je ne sais pas faire ». Ben, nous, on va aller voir comment tu ne sais pas faire. Pourquoi tu ne sais pas faire. Quel besoin tu as de ne pas savoir faire. À quoi ça te sert de ne pas savoir faire. On va construire une histoire par rapport à ça. Mais au départ, on va montrer que la personne ne sait pas faire ça.
Ça va? Donc ça, c'est ce qui est commun avec la kinésiologie, c'est qu'en fait on a un retour du muscle de ce qui se passe au niveau émotionnel. Super. On sait qu'en fait, quelqu'un vient voir un neuroentraîneur ou qui que ce soit, parce que cette personne, c'est bon? Parce que cette personne, en fait, elle ne sait pas faire. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir. Je vais en avoir un autre. Ouais, je sais, oui. Je suis aussi, je n'ai pas d'autre ici. C'est pareil. Le but de notre travail, c'est d'amener une personne d'un point A, je ne sais pas faire, à un point B, je sais faire. Et on fera ça tout le temps. En fait, cette personne, quand elle nous parle de A, on regarde au niveau musculaire, ben, elle ne sait pas faire A. Je ne sais pas trouver un travail, je ne sais pas avoir un enfant, je ne sais pas trouver l'âme sœur, je ne sais pas ce que vous voulez. Elle ne sait pas faire ça. Ben, nous, on va aller voir pourquoi elle ne sait pas faire ça. À quoi ça lui sert de ne pas savoir faire ça? Quelles conséquences ça aurait si elle savait faire ça? On va chercher l'histoire par rapport à ça. Et une fois que vous aurez trouvé l'histoire ici, on va faire une technique, un neurotraining, pour faire un pont entre ce sujet et sa solution. En fait, elle n'a pas trouvé la solution, la personne, parce que le problème il est dans une partie de son cerveau, la solution est dans un autre. Ben nous, on va scanner les éventuelles solutions, on va voir celle qui est la plus adaptée pour elle, et la technique, c'est juste pour amener de l'énergie de A à B. B, elle sait faire, A, elle sait pas faire. Point. C'est ça, la preuve du neurotraining. En fait, on est tous dans un relationnel. Que ce soit une personne, que ce soit au travail, que ce soit un lieu, que ce soit ce que vous voulez. On est dans un relationnel. Et ce relationnel, on va aller chercher comment l'amener de je sais pas faire à je sais faire. En neurotraining, on teste. On utilise toujours des tests. On regarde en fait le retour de la personne. C'est la personne qui nous dit ce qu'il faut faire. C'est pas nous qui allons dire oui, par rapport à ce que vous dites, vous auriez besoin de ça. Non. Ça serait notre perception à nous de l'histoire. Alors qu'en fait, on va tester les éventuelles solutions chez la personne, et la solution va se montrer par un déverrouillage ou un verrouillage, peu importe, elle va se montrer par une réponse musculaire. Et c'est ça qu'on va travailler en neurotraining. On va amener la personne à trouver ce qui est prioritaire pour elle, et nous, ce qu'on appelle objectif, c'est-à-dire que c'est vrai. Parce qu'elle peut se raconter une histoire. Et ça nous répondra par un côté subjectif. Non, on veut que ça soit objectif. Et si c'est objectif et prioritaire, ça sera pour sa vie à elle. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'en fait, si la personne, elle est dans un système de priorité, elle fait fonctionner dans elle le système de priorité. Et le système de priorité de notre corps, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation, l'homéostasie. Ça veut dire que la personne s'auto-corrige toute seule, s'auto-régule toute seule, trouve les solutions toute seule. Si elle n'arrive pas à faire ça, c'est que peut-être qu'elle n'est pas dans un système de priorité. Et c'est ce qu'on va lui amener à faire. Alors, je voudrais... C'est le noir qui marche pas. J'en ai besoin du noir dans une preneur. Il y a des questions par rapport à tout cela? Oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes viennent consulter des neurotrainers? Parce que ça ne va pas faire sur un sujet. Peu importe ce que c'est très vaste.
Ça peut être autant physique. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être je trouve pas de solution, ça peut être je voudrais me séparer, j'arrive pas, n'importe quoi. Et nous on va chercher où est-ce que ça se passe. Alors, l'idée au départ, c'est que nous voudrions tous vivre notre réalité. Notre réalité, c'est quoi? C'est notre vie de la meilleure manière. Et pour ça, dans le neurotraining, on va travailler dans 4 dimensions. On va travailler dans une dimension énergétique, dans une dimension génétique. Rappelez-vous que l'épigénétique est aussi importante que le génétique. Et en 2 générations, ça rentre dans l'épigénétique. On va travailler en hypnose dans ce qu'on appelle les états profonds. Les états profonds, c'est tout ce qui est automatique pour la personne. Il y a des choses qui devraient être automatiques pour elle. Mais si cette personne, elle a perdu son automatique, elle va être dans l'effort pour le faire. Et puis, il y a une 4e dimension, que 2e année vont faire demain, c'est le temps et l'espace. Le temps et l'espace va être le ciment de tout ça. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la place de faire les choses, vous ne le ferez pas. Donc, on va toujours demander au test, tout à l'heure de la première cervicale, quelle est la dimension qui a sauté? Est-ce que c'est de l'énergie? Est-ce que c'est de la génétique? Est-ce que c'est des états profonds? Ou est-ce que c'est du temps et l'espace? Et en fonction de ce qu'on va nous dire, on aura des réponses différentes, on aura des techniques différentes. Notre boulot, c'est d'avoir des techniques dans tous les domaines. En sachant que cette personne, elle est consciente de tout ça à 16%. Et dans tout ça, vous allez avoir 84% de subconscient. Qu'est-ce que c'est ce subconscient 84%? C'est ce qu'on va appeler le conditionnement ou le préconditionnement. Le préconditionnement, il y a des tas et des tas de possibilités. Par exemple, nous allons travailler sur le numéro de fratrie. Numéro de fratrie, vous avez une maman, vous avez un papa, donc mère, père. Ça, un neurotraîneur vous le fera faire dès le début, dès qu'il va vous recevoir, pour voir où vous êtes là-dessus. Il est évident qu'un numéro 1 va avoir un poids familial plus important qu'un numéro 2, parce que lui crée la famille. Donc ce numéro 1, lui, dans son subconscient et dans son conditionnement, ce qu'il veut, c'est garder les choses ensemble, liées. Si les parents se séparent, lui, il va vivre, l'aîné, dans lui, une division, puisqu'il n'a pas fait son job. Donc cette personne qui, dans elle, ressent qu'elle a mal fait son travail, qu'elle n'a pas fait son travail, va le vivre peut-être comme une dévalorisation, comme une incapacité. Mais ça, ce truc qu'elle a, elle va le refléter dans sa vie. Quand vous allez lui demander de faire des choses, je ne sais pas faire, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que dès le début, ton premier job, tu n'as pas fait. Un numéro 2, lui, il va venir structurer la famille. Avant, c'était un couple, lui, il crée la famille, lui, la structure. Rappelez-vous qu'une chaise, c'est plus solide qu'un tabouret. 4, c'est plus fort que 3. Si le couple se sépare, le numéro 2, lui, il va lui dans sa structure. Mais dans sa structure, il va se déstructurer. Peut-être que ce numéro 2 va avoir des problématiques de calcium, problématiques musculaires, problématiques d'os. Il va attaquer sa structure. Personne n'ira voir que ça vient de la séparation des parents. Mais ça vient de la séparation des parents en numéro 1. Parce que lui, son boulot au départ, c'est de structurer la famille. Un numéro 3, lui, il vient stabiliser la famille. 3, ça fait 5. 5 penta, c'est stable. Si vous essayez de tenir un objet sans votre 5e doigt, vous aurez du mal. Vous mettez tous les doigts, vous arriverez mieux à prendre l'objet. Donc le 5e doigt, il a cette notion de stabilité. Du coup, si ça se sépare ici, le 3e, lui,
il va devenir instable dans sa vie. Et parce que l'instabilité vient de la séparation des parents. Ça va conditionner sa façon de faire. Ça va, c'est clair? Ce numéro 1, c'est une fille. Ce numéro 2, c'est une fille. Numéro 3, c'est une fille. Il apparaît à peu près évident que pour la troisième, c'est la troisième chance d'avoir un garçon. Donc, ce troisième qui arrive en tant que magnifique, c'est une belle fille, elle va fonctionner comme un mec. Parce qu'il faut qu'elle donne du crédit à son conditionnement. Et pourquoi on veut des garçons? Parce que ça donne le nom à la tribu, ça donne des guerriers, et ça donne des chasseurs. Il faut donner à manger à la tribu, il faut la défendre, il faut lui donner un nom. C'est les hommes. Donc cette personne-là qui va consulter, elle consulte parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Vous, en tant que neurotraîneur, vous allez lui faire ça. Vous allez lui faire dresser cette feuille jaune. C'est une feuille jaune où il y a tout ça. Si elle arrive en troisième fille, la cause numéro 1 de ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'est parce qu'on voit un garçon pour elle. Donc ça va vous donner la cause de son non-fonctionnement. Elle ne fonctionne pas ici parce qu'elle est conditionnée là-dedans sur le fait qu'on voulait un garçon pour elle. Un garçon, ça n'a pas d'enfant. Donc ça va nous dire exactement comment va fonctionner la personne. Et votre boulot en une séance, puisque vous allez faire ça dès le début, vous saurez où est le problème numéro 1 de la personne. Une fois que vous savez que ici c'est un problème de garçon, vous voulez un garçon pour elle, vous allez demander au test où est-ce que ça joue. Là, là, là ou là. Là on va vous répondre, vous faites la technique, c'est fini. C'est aussi simple et magique que ça. Il faut juste demander où est le problème. Question s'il vous plaît. Au cas où les familles sont recomposées, du coup, il faut repartir au début quand on change. On parle que de la mère à chaque fois dans l'utérus. On parle de la maman qui a eu un enfant. Donc ça va nous conditionner sur des tas de choses. Mais ce conditionnement, on a plein de conditionnements. On a un conditionnement, vous pouvez le faire tout seul si vous voulez. Le jour où vous êtes parti de votre maison familiale, l'âge que vous aviez à ce moment-là, par rapport à votre naissance, par rapport à votre naissance et par rapport à aujourd'hui. Madame, le jour où vous êtes parti de votre maison familiale, quel âge c'était? 24 ans. 24 ans? Donc, ce 24 ans ici... Non, pardon, non, j'ai eu 2 épisodes de départ en fait. Le jour où vous êtes parti, vous avez votre maison à vous. Vous n'étiez plus dans la maison familiale. Oui, alors, oui, c'est ça. 24 ans? Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à 48 ans? Je me rappelle, hein. Plus 48 ans. Je sais pas, moi, je travaillais déjà. Il y a un changement de vie à 48 ans. Si 24 existe, 48 existe. Possible, oui. 48 ans, non, je crois pas. J'étais mariée, maman, non, je crois pas qu'il se soit passé quelque chose d'important. En fait, cet âge-là fait la relecture de la naissance. Et ce qu'on ressent dans l'âge d'autonomie familiale, c'est ce qu'on a ressenti à la naissance. On est venu pour ça. Donc, ce travail-là, qu'on rend à Marc Fréchet, qui est décédé, mais c'est lui qui a trouvé ça, en fait, l'âge où on part de la maison familiale, dans le double d'âge, dans le triple d'âge, on va faire des relectures de ça. Et ce qu'il faut trouver toujours, c'est qu'est-ce qui a été le plus marquant entre la naissance et l'autonomie familiale. Par exemple, c'est 10 ans. Eh bien, 24 plus 10, vous êtes sûr qu'à 34 ans, la personne elle aura vécu ce qu'elle a vécu là. Mais du coup, on n'est pas tout seul dedans. Il y a tout ça. Hein. Et nous, on croit qu'on est libre. Mais on n'est pas si libre que ça. On va apprendre des tas de choses. Par exemple, le jour de votre naissance. Dites-moi. Le 16 février 7 février 16. 16 février. Ok. De quelle année? 58. Donc 1958. Donc ça va être votre chiffre de vie. Donc 6 et 2, 8 et 8, 16. 5 et 1, 6 et 1, 7. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie en 1976?
7 et 6, 13 et 1, 14. Ça veut dire que votre chiffre de vie, c'est le 5. Ce chiffre de vie, vous allez le matcher, ce que vous allez faire deuxième année dimanche, vous allez le matcher, samedi, avec chaque année personnelle que vous allez travailler. Vous allez traverser une année personnelle en 1, vous allez matcher le 1 avec le 5. Vous allez traverser une année personnelle en 2, vous allez matcher... Mais finalement, tout ça, c'est plein de conditionnements.